village de Saint-Crépin, de Richemont, vient vraisemblablement de l'histoire des carrières. Parce que, et on a des vitraux qui le montrent, Saint-Crépin est connu, les deux Crépin et Crépiniens sont connus comme étant les saints protecteurs des cordonniers. Mais pas seulement, ils sont aussi les saints protecteurs des tireurs de meules, des meuliers. D'où, de là à dire que Saint-Crépin a été baptisé Saint-Crépin, parce que ces deux personnages-là étaient les patrons des meuliers, qui existaient avant la création des noms de villages, puisque les noms de villages sont créés dans l'an 1000 et à la fin du Moyen-Âge, alors que les carrières de meules existaient avant. Tout Saint-Crépin viendrait de là. Les actes notariés que nous avons découverts nous ont permis de voir que le prix d'une meule, c'était le prix d'une maison. Certes pas un château, mais une maison de paysan, c'était le prix d'une meule. Ça montre donc l'intérêt qu'il y avait pour Saint-Crépin de bien exploiter ses meules et pourquoi ça en a fait la richesse. Par ailleurs, ces meules, on vous l'a peut-être dit aussi, jusqu'au milieu du 19e siècle, elles ont été vendues dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Saint-Crépin. Tous les moulins de la vallée du Boulou, de la vallée de la Dronne, etc., étaient en partie équipés par des meules de Saint-Crépin de Richemont. Étant élu, je me suis dit, ces carrières-là, ça représente un patrimoine riche pour Saint-Crépin et il faut trouver le moyen de le valoriser. Donc j'ai été mis en contact en particulier avec un professeur de l'université de Grenoble, M. Belmont, qui est enseignant-chercheur et qui est spécialiste des meules en moulin. Il a beaucoup travaillé dans les Alpes. Je lui ai demandé si les carrières de meules de Saint-Crépin l'intéressaient. Il m'a dit oui, parce que je l'avais au départ contacté pour faire des fouilles. Il me dit non, il vaut mieux commencer par faire un sentier d'interprétation et nous ferons des fouilles après. Donc nous nous sommes lancés dans la création du sentier d'interprétation de Saint-Crépin de Richemont. On a quand même un gisement là, de carrière, de matières premières qui s'étend sur 300 à 400 hectares. Ça va jusqu'à Nontron. Hein. C'est un des sites les plus meuliers, les plus importants connus en France actuellement, en superficie et en durée, parce que ça part de 6000 avant notre ère et jusqu'au 20e. Avec diverses exploitations de la matière première. C'est M. Belmont qui a décidé de l'endroit où il fallait passer en fonction des lieux. Nous sommes descendus tout à l'heure là-bas sur une espèce d'amas de cailloux, c'est ce qu'on appelle des haldes, donc il fallait montrer ce que c'était. Plus loin, il y a un lieu où on voit comment les meules ont été taillées et extraites du substrat. Donc c'est tout ça qui a présidé à la création du circuit, des lieux. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est un des membres de la DRAP qui s'appelle Joël Tranchon qui nous a alertés. En 1999, Joël Tranchon est un ardent prospecteur de notre association. Alors, je signale que nous faisons des prospections sous contrôle de l'État, c'est-à-dire qu'avec une autorisation et de l'État et du propriétaire, c'est-à-dire qu'on est dans l'illégalité totale. Et alors c'est un de nos adhérents qui prospecte aussi, qui avait, disons, redécouvert ces sites parce qu'ils avaient été découverts il y a très longtemps qu'ils étaient connus, mais il n'y avait eu aucune recherche vraiment. Et alors on est venu là sur le terrain pendant 2 ans, pratiquement 2-3 ans, à chercher, suite à la tempête de 99, où tout était arraché. Alors donc, ça a été déboisé pour replanter. Et alors là, les bulldozers et les pelleteuses ont fait ressortir tous les éléments, disons, meules néo, meules gallo-romaines, meules gauloises,
des meules du 18e et du 15e qui se trouvent en falaise de l'autre côté. En plus, on a trouvé une sépulture gallo-romaine qui date du 2e, moitié du 2e à peu près, siècle après Jésus-Christ, qui a été trouvée au pied des Brageaux. Et cette sépulture, elle est faite avec un coffre qui est taillé dans le... Dans le grès de la Maraise. Oui, dans le grès de Saint-Crépin. Ça veut dire que c'est certainement un carrier ou des familles associées à ça. Alors, pour moi, cette pièce a été cassée là. Parce que là, elle est bien équarrie. C'est une meule qui a été travaillée. Et bon, elle avait cette longueur. Parce que bon, il y a quand même un va-et-vient de 30 cm à peu près. Vous les aviez rêvés, ces fouilles? Ah oui, depuis le départ. Dès qu'on a eu, disons, découvert l'importance du site, on a dit il faudrait qu'il y ait des fouilles, il faudrait qu'il y ait quelque chose. C'est la première fois où on organise une fouille programmée, autorisée bien sûr par le service régional de l'archéologie, officielle si vous voulez, sur une carrière de meule. Voilà. Et une carrière de meule en plus antique. C'est dans les fouilles qu'on va trouver peut-être des éclats ou des restes d'outils ou de que sais-je encore, et la manière plus précise dont ces meules étaient exploitées, notamment dans la partie néolithique qui est là-bas. Hein. Donc ça devrait nous donner des informations supplémentaires sur toute l'histoire de ces carrières de meules. C'est pour ça qu'on voulait arriver aux fouilles. Le service régional d'archéologie avait passé commande d'une prospection au lidar. Donc le lidar, qu'est-ce que c'est? C'est un laser embarqué dans un avion qui va balayer le sol, et ce laser va traverser les feuilles d'arbres et les branches pour avoir une image de la microtopographie du sol malgré le couvert forestier. L'étude du lidar par Raphaël Rivaud a augmenté notablement la quantité de sites dans lesquels il y a des carrières de meules. Je crois qu'on est passé de 19 à 35. Et enfin, dans un second temps, maintenant qu'on sait où elles sont, maintenant qu'on les a identifiées, on peut aller taper dedans. Ouais, il y a un fait de pendage. Un beau pendage. Là, franchement, c'est je vois la différence. Oui, carrément. C'est bien compact, et puis là, après ça. La compacte là, elle est enregistrée. Oui, c'est la ça serait encore la 1007 a priori. la 1007. Et là, t'enlèves la 1008. Et là, ouais, ça serait la 1008, assez hétérogène, beaucoup plus violente. Et voilà, j'ai l'impression que... Donc nous sommes sur le site des Brageaux 2 et qui est potentiellement un site gallo-romain. C'est en tout cas ce qu'ont montré les prospections de Christian Chevillot et André Guillain notamment, et en montrant des ébauches de meules gallo-romaines. Donc on a choisi ce site-là parce qu'il avait l'air le plus ancien, et nous ce qui nous intéressait c'était de caractériser les modes d'exploitation. Donc en fouillant dans une fosse et en voyant les marques d'outils, les traces que peuvent laisser éventuellement les meuliers, et éventuellement aussi de trouver du mobilier et du matériel qui nous permettrait de dater ces périodes d'exploitation ou au moins les périodes d'abandon. Donc on a commencé hier après-midi à dégager tout ce qu'on voit là qui était vraiment apparent, affleurant. Et en commençant à fouiller, on voit qu'une stratigraphie commence à apparaître avec différentes couches de couleurs différentes et avec plus ou moins d'éclats et de déchets à l'intérieur. Donc au fil des jours, on va pouvoir descendre. Et à la fin, normalement, on devrait arriver au même niveau qu'au fond de la carrière et réussir à avoir toute une lecture stratigraphique du site. En fait, la 1007, c'est un niveau assez limoneux, beige clair, qui est calé contre la paroi ici, qu'on a commencé à dégager. Et la 1008 serait ce niveau un peu plus sableux, gris, assez hétérogène, qui contient quelques pierres en surface. Et en fait, on essaie de comprendre la chronologie de toutes ces phases de comblement, parce que ça nous permettra de comprendre si on est sur des phases d'occupation, enfin d'utilisation de la carrière. Donc des remblais, des rejets en cours de travail aussi, c'est plutôt lié à la phase d'abandon, voire même de comblement, on essaye de sceller la carrière de façon à pouvoir continuer à circuler dessus ou vraiment avec la lampe dans le paysage, même si on voit que ça n'a pas été comblé entièrement.
Donc on gratte là. Ouais, continue avant de prendre une photo. On continue? Donc il faudra faire attention de pas. Ben, on va travailler comme on travaille là, moitié. Ouais. Hein, sans se marcher dessus. Ah, Ouais, ok. ouais. Non mais c'est propre, hein, c'est propre. Et du coup, ouais, suivez les blocs et si vous en trouverez, et vous en trouverez, je pense, bah du coup, vous vous arrêtez dessus et puis on créera une nouvelle US. Ok. C'est parti. Et on commence à voir effectivement d'éventuelles traces d'exploitation sur la paroi. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Là, on a une trace de. Mais clairement, oui, il y a des espèces de. La paroi est redressée, il y a peut-être des traces d'outils. Donc bon. Ça s'avance plutôt bien. En fait, il y a plusieurs secteurs là, plusieurs tranchées, dirons-nous. Donc 2 dans la fosse en bas, une ici sur le bourrelet et une ici à la jonction de la fosse et du plat qu'on a là. Alors, ce que je suis précisément en train de faire, c'est de collationner, c'est de recueillir, pour faire une liste, de prélèvements du sable qui accompagne tous ces gros éclats de taille qu'on est en train de fouiller. Et donc, il y a une matrice sableuse. Et donc, on échantillonne cette matrice sableuse. Dans certains cas, il peut y avoir des charbons de bois. Dans d'autres cas, la couleur du sable peut être différente, mais il faut forcément d'abord les échantillonner pour ensuite les étudier, en général sous le microscope binoculaire. Alors en fait, en archéologie, on fouille par US, unité stratigraphique. Et donc là, on le voit bien sur la coupe. En fait, chaque US va correspondre à une différence de sédiments et une différence de terre. Donc là on voit que ça a été brûlé, on voit de la terre noire charbonneuse et du coup on a appelé cette US 1010. Et après on va continuer à descendre, donc là on va avoir une terre un peu plus noire, enfin un peu plus grise. Donc là ça va être une nouvelle US, donc celle-là je crois qu'elle a été appelée 1008 si je ne me trompe pas. Là par exemple on en voit une autre avec une terre plus brune. Donc celle-là c'est 1005 et du coup on va descendre et attribuer des numéros au fur et à mesure. Alors ça c'est le cahier d'enregistrement, c'est le sein des seins quoi. C'est là en fait qu'on enregistre tout ce qu'on trouve. Chaque couche stratigraphique en fait est rattachée à une fiche US. Une fiche US en fait qui décrit la couche en fait. Et c'est à partir de ça qu'on va essayer de comprendre les relations de chaque couche par rapport à l'autre. Par exemple, j'enregistre la couche que vient de dégager Alice et qui passe sous la couche de sable jaune clair. Et donc là je marque effectivement passe sous cette couche là et puis après dans un second temps avec les fiches j'essaie de comprendre un peu comment a été occupé le site. Pour prendre des photos, il faut plusieurs choses. On met le petit tableau avec l'ensemble des informations. Donc on est au Brageau 2, donc c'est le nom du site, l'année. Moi je fouille la tranchée 1, donc je le précise. Et après je photographie l'US que ensuite je vais commencer à fouiller. Ça en fait ça nous permet de garder en mémoire la couche avant de la détruire. Donc après on a la flèche qui nous permet d'indiquer le nord, donc qui nous permet ensuite de voir l'orientation qu'a la photo et tout simplement une mire pour avoir une échelle des distances et de la grandeur ou non de la couche. Donc on fait une première photo avec tous ces éléments afin de garder les informations et ensuite on en fait une sans qui nous servira pour les rapports, les choses comme ça en fait, qui sera vraiment la photo propre. Donc voilà, on fait tout ça avant de commencer à fouiller. En parallèle, on remplit la fiche US parce qu'en fait, vu qu'on va détruire, ça nous permet de récupérer un maximum d'informations avant d'enlever la couche qui va complètement disparaître.
c'est une terre qui est très sableuse, qui est très meuble et qui a des différences de couleurs assez reconnaissables, donc ça c'est très sympa. Par exemple là on voit bien entre ici et ici que c'est pas du tout la même chose, donc c'est sympa à fouiller. Puis en plus elle est pas très dure. Non mais je pense vraiment que la motte elle est venue après parce qu'il y a cette ligne noire qui est bien nette et qui marque à mon avis l'état du sol avant qu'on la rajoute. Et dans un second temps on a fait cramer. Comme là? Ouais c'est ça à mon avis. Et ça c'est la couche d'humus qui est là. Ouais. Et là c'est celle qu'on doit avoir ici là comme ça et qui longe. Attends c'est vrai, ça non, peut-être parce pas. qu'en fait ces gravillons ils sont mêlés à un sédiment gris meuble, ce qu'il n'y avait pas là. Et donc là, on s'est rendu compte hier qu'il y avait une ligne noire et en dessous il y avait ce sédiment qui est beaucoup plus gris, beaucoup plus meuble. Donc là on est arrivé sur une autre US. Et en fait on se rend compte que les éclats sont beaucoup plus petits. Donc c'est qu'on arrive vraiment sur quelque chose de différent. Et c'est pas du tout la même configuration que ici? Non, moi j'ai un petit peu d'éboulement qui descend de l'autre côté, qui est juste ici. Et puis j'ai une différence de sédiments par là, donc je vais essayer de nettoyer tout ça, de suivre cette couche-là pour comprendre un petit peu les différents niveaux de comblement et comment ça s'organise. Et là, on commence à voir apparaître au niveau de la butte, entre guillemets, des blocs plus gros qui ont été posés plus ou moins de façon verticale. Ce qui nous montre qu'en fait qu'ils ont fait une sorte d'aménagement pour pouvoir caler les choses. Donc là on commence à voir apparaître ça. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant parce qu'on n'est plus... Avant sans doute on était encore dans le ruissellement au fil des siècles, des éclats et des blocs qui ont glissé. Et là on commence vraiment à tomber sur entre guillemets des choses qui sont en place. Donc qui ont vraiment un sens et une organisation qu'on va pouvoir commencer à comprendre. Ouais, Christian, oui. Il n'y a pas une ébauche de meuble qui était en train de... Là? Où? Ou c'est une diaclase? Oui, c'est une diaclase. C'est une fissure naturelle qui se forme dans le grès ou dans d'autres roches, qui permet souvent justement de partir par là pour détacher des blocs. Et la bâche, il avait mis cette bâche, elle était mise au fond, elle avait remonté sur le côté bien calé, donc ça avait fait une fille piscine et ils ont été obligés de couper. Et cette bâche, là, ils l'ont relevée. Je trouve que ça fait plus archéologie là. Ah ouais. Magnifique, alors ça c'est impeccable. Celui-là, on dirait qu'il a vraiment été piqueté tout Ah le mais long. il a été piqueté. Hein. Il a été piqueté. Celui-là, il est vraiment bien fiché dans la couche, je crois. Ah oui. Il descend. Hein. Là je le vois bien, là, il descend bien. Là. C'est-à-dire qu'en fait le but du jeu c'est de comprendre comment la fosse s'est remplie en fouillant de manière assez méthodique les deux carrés opposés de la carrière. Donc comme ça on peut voir en coupe comment elle s'est remplie, avec quoi, comme dans quelles circonstances, etc. Et dans un second temps, une fois qu'on a tout compris, on peut y aller de manière un peu plus empirique, disons-nous, en tentant de préserver les couches qu'on a décrétées plus importantes. Bah, 1022, c'est... Non, 1022, elle est là. Oh, oui, c'est la couche des caillotis. Allez, réveille-toi. Et alors c'est ça, je crois, le défi de l'archéologie, c'est d'arriver à se retrouver dans tout le méli-mélo de couches stratigraphiques et essayer de comprendre la relation. Numéros. Et les numéros aussi. Et de comprendre leur relation, effectivement. Ça, c'est la roche naturelle. C'est le front de taille. Du coup, l'idée, c'est de continuer à le percevoir. Et puis, à un moment donné, ça va faire une cuvette. Donc, c'est d'arriver jusqu'à ça, quoi. En bas, en cuvette. Mais bon. Ça veut dire que là où vous êtes assise, en fait, c'est à enlever aussi? Ouais, ouais. Ça, on va l'enlever. Mais c'est la prochaine étape. Là, je nettoie. On va prendre une photo parce que c'est quand même joli. 1005. Et puis, du coup, on va enlever ça. Par contre,
crois que c'est la première fois qu'on a atteint des blocs de cette dimension. Là, on arrive sur 2 blocs. Donc c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ouais. On passe de très gros blocs comme ça à des choses beaucoup plus petits niveau taille. Mais par contre, le sédiment reste le même. Donc, à voir ce que ça veut dire. Où il y a la petite fiche là, on a trouvé 2 tessons de poterie. Ça veut dire, comme ça, elle doit terminer comme ça, normalement. Oui. Soit c'est un flisseur, et elle fait ça, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Et ça, c'est le dessus. c'est pas la même. Et c'est pas la même. Ça vient pas du même. Pas le même vase. Il y en avait pas le même vase. Vu la forme, apparemment, c'est une. Un cruche, oui. Non, je pense à une coupe ouverte avec, tu sais, là, comme il y en a beaucoup au 17e. Des petites coupes avec les petites anses. parce qu'il a enlevé des bouts de cailloux très friables et il y a de la barytine dedans. Donc... Pas ici là. Si. Il y a encore des cailloux. Ah, ils sont là. Ouais. Regarde. Voilà. Ça c'est de la barytine. Ah oui. Enfin, c'est les grès à barytine. C'est un grès à barytine. Donc en fait, l'altération, c'est l'altération des grès à barytine. Ouais. Ah mais regarde ça, mais il y en a plein là. Et voilà. Notre problème c'était qu'on a une couche sableuse. Et en fait, le sable dans la région, il n'y en a pas beaucoup, c'est des grès. En grattant ce sable belge là, vous voyez, très clair, on trouve des petits blocs dans lesquels je viens de voir un minéral particulier qui est ce qu'on appelle la barytine. Et quand on casse les blocs ici, ceux-là là, qui sont arrondis, on voit aussi la même barytine, c'est-à-dire que ce sable est l'altération de ces gros blocs que vous voyez, c'est-à-dire la désagrégation en quelque sorte, parce que la barytine, elle est soluble, pas très soluble, mais elle est soluble un peu comme le calcaire qui est soluble dans l'eau, et du coup elle s'en va et elle laisse les grains qu'elle cimentait, les grains de quartz qu'elle cimentait, elle les laisse libres, et ça fait du sable. Là on est sur la roche, là c'est la roche qui est en pourriture, c'est pour ça qu'elle a changé de couleur. Alors oui, pourquoi? Quand on travaille, de toute façon, quand on travaille sur un lieu, même les éclats qu'on génère, à un moment ça gêne, on les étale et puis on ne va pas les étaler en pente, donc ça finit par faire une plateforme. D'accord. Vous faites quoi là? On installe un axe pour relever la coupe ouest de notre sondage sur du dessin, sur du papier millimétré, pour montrer les différentes couches stratigraphiques par le dessin. Et le dessin est très important parce qu'il permet de relever des petits détails, des choses qu'on n'aurait pas par exemple sur une photo et qui sont faites sur le Je pense que pour faire des petites meules comme ça, ils pouvaient partir sur des blocs qui pouvaient être vaguement carrés, plus ou moins, quadrangulaires on va dire, mais avec des formes bizarres. On peut même mettre un triangle, hein, plus ou moins. Puis après il faut voir si ça passe, si ça va passer à l'intérieur. Après on commence par tomber les plus gros morceaux, comme sur la première que j'ai montée. On tombe les plus gros morceaux, têtus, pour vraiment avoir voilà, une forme très simple, mais à l'intérieur de laquelle va pouvoir passer la meule après. Parce que c'est qu'une succession d'approches où on enlève de moins en moins de pierres et où la forme est de plus en plus précise. Voilà. On arrive quand même à comprendre que l'éclat il est venu de là principalement, avant de retourner par là. Alors si je le fais à la chasse, à la main... Voilà, on a eu l'enlèvement qu'on vient de voir sur les broches. Voilà, je préfère y aller à la broche. Alors en imaginant que j'ai fait ça en suivant vraiment quelque chose de bien défini, j'aurai quelque chose de plus propre. En faisant des saignées comme ça, plus ou moins parallèles.
Ça, c'est pour régulariser un plan. Voilà, pour essayer de faire la forme du flanc, là, qu'on voit sur l'autre, là-bas. T'as pas tellement utilisé le ciseau. Ouais, je peux faire une vraie finition, piquetée ou piqué fin, quoi. C'est ce qui se pratiquait dans tout le granit rural jusqu'au peut-être au milieu du 19e siècle. Tous les parements sont faits comme ça. Pim, 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 pim. Millimètre par millimètre. La forme des outils n'a pas tellement bougé depuis, du coup. Non. Ouais. Depuis sensiblement les mêmes, quoi. Depuis les Gaulois ou les Gallo-Romains jusqu'à nos arrière-grands-parents, l'outillage est resté le même. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, ça c'est le tranchant. Voilà, donc si, en admettant que c'est un arrondi comme ça, ben je vais le prendre comme ça. Ouais. Sur le piquetage. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en imaginant que je veuille obtenir une surface layée, c'est-à-dire vraiment dressée assez propre, ben c'est des embauches, c'est des approches successives. On enlève de moins en moins de pierres et on est de plus en plus précis. Voilà, vous savez tout, après il faut pratiquer. Je connais quelques meules où le flanc est mal foutu, brut, j'en sais rien, mais bon. Mais voilà, on a les bauches comme on la voit sur les deux du bout là-bas. Dont on voit les coups là, par exemple celui-là on le voit très très bien. Et j'ai aussi du granier. Et là a priori ça a détaché un éclat qui est gros comme ça. Et donc ça a priori ça a été plutôt fait au têtu parce que à la chasse ça me paraît difficile d'enlever un éclat aussi gros. Là sur les bauches brutes, le tailleur de pierre ou de meule a commencé à détourer le flanc, voilà, à la broche comme ça. Et on voit qu'il s'est arrêté à peu près à mi-hauteur du flanc, puisque après il fallait qu'il reprenne comment dire, le fait de mettre ça en cylindre par l'autre côté. Sinon s'il continue tout droit, après ça va générer des éclats par-dessous. Et c'est vraisemblablement en la retournant et puis en essayant d'enlever des gros éclats à la chasse par derrière qu'il y a un morceau qui a cassé, peut-être parce qu'il y avait aussi une sorte de faiblesse à l'intérieur du bloc, ce qu'on appelle un fil ou un poil. Voilà. Bah oui, ça va pas être facile, hein, quoi. C'est sûr, ça se fait une espèce de... Sur le quartz, c'est quand même très très dur. Hein. Ça provoque une faiblesse. Bah, à la fois, ça fait quelque chose qui est moins homogène, quoi. Parce que il y a des gros bouts dans des morceaux qui sont gros, des gros galets qui sont pris dans une pâte, mais en fait, ça fait quelque chose qui n'est pas homogène. Voilà. Là, c'est pourquoi faire? Parce qu'on a une série de trous là, a priori c'est pour séparer ça comme ça, parce que vu la forme des trous, et en fait ça lâchait dans l'autre sens. Donc je comprends pas tout. En fait là c'est pour faire levier, clac comme ça. Ben, non, c'est pas pour faire levier, c'est pour faire des pointillés, pour séparer un bloc. Il y en a même 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est plus ou moins aligné, donc c'est peut-être pour... mais là, ça, en même temps, ça peut très bien être pour décoller un genre de plaque à la surface du frontail, tu vois. À la verticale, donc du coup... À la verticale, c'est possible, mais je sais pas, parce que je pourrais voir comment est la stratification dans le bloc. Là. Boyer a essayé de classifier un petit peu les éclats de taille en fonction de leur dimension.
Donc des éclats qui sont issus de retaillage, de repiquetage, de remodelage, etc. Donc on va essayer de déterminer ça. Ces éclats de taille sont séparés par couche. C'est-à-dire que dans telle couche stratigraphique, on a trouvé ces éléments-là, dans une autre on a trouvé ces éléments-là, et en fonction de l'endroit où on a trouvé les éclats, peut-être se dire est-ce qu'il y a des zones de travail dédiées à un repiquetage, des zones de travail dédiées à un remodelage, etc. etc. C'est le 38. Ça va être le 38. 1938. Marque d'éclat, oui. Régularisation. 38. Longueur. Alors longueur. Ah oui. 74. Donc là on va attaquer le 39. 1939. Ouais. Alors c'est ce qu'on appelle le poste fouille. Donc c'est une partie du travail importante, puisque donc c'est vraiment après la fouille proprement dite. Il faut analyser tous ces déchets de taille qui ont été élaborés à partir des ébauches de meules. Donc ce travail nous permet, nous, de voir la composition des éclats de taille qui se trouvent autour des pièces archéologiques qui sont sur le terrain, qui peuvent être évidemment sur le terrain. Donc le but c'est d'abord de comptabiliser un petit peu, de voir un petit peu la forme de tous ces éclats. Il faut les mesurer et ainsi on peut refaire la chaîne opératoire avec une précision importante. Donc c'est encore une étape très importante. Oui, oui, parce que quand ils sortent du site, ils sont pleins de sable encore. Hein. Et pour les répertorier, il faut les nettoyer d'abord. Donc on va les nettoyer et ensuite. Et on les nettoie avec un produit particulier? Non, à l'eau claire. Hein. Mais c'est du sable. J'assure sur le chantier la logistique, hein, c'est-à-dire que je m'occupe de l'hébergement un petit peu. J'héberge quelques archéologues à la maison. Je m'occupe d'aller chercher les plateaux repas aussi, hein, le midi. Hein. Et puis je donne un coup de main sur la fouille. Hein. Alors, bon, pour moi c'est une première parce que j'avais jamais fouillé auparavant. Vous attendiez à des choses différentes ou vous attendiez à ça ou... Non, je m'attendais à ça. Alors je m'attends à faire qu'on fasse des découvertes. Par exemple des outils, des choses comme ça. Bon, mais on n'est pas encore au fond de la fosse. Hein. Donc on a toujours espoir. La fosse, on sait jusqu'à combien on peut descendre, non? On ne sait pas jusqu'à combien on va descendre. En principe, les fosses, alors ça s'appelle des fossottes. Alors ces fossottes, ils extrayaient sur une profondeur à peu près de 5 mètres, jusqu'à 5 mètres à peu près. Ouais. C'est très bien, une découverte, c'est formidable. Mais si on ne la partage pas après, oui, elle vaut rien. Bien sûr. Moi, c'est mon principe. Ce qui est important, c'est de la partager. Voilà. Je trouve que le travail qui a été entrepris sous l'impulsion de Christian et de M. Boyer, effectivement, est très riche, notamment grâce au LIDAR, qui a permis de survoler, mais ça on vous l'a expliqué là, tout ce qu'il a permis, et grâce aussi à l'intérêt qu'ont eu à partir de là de nouvelles personnes. Parce que nous étions quelques-uns, mais nous étions aussi limités. Et l'intérêt de ces fouilles, c'était de nous amener, et notamment l'archéologue Raphaël, qui travaille là-dessus, et ça nous permet, au-delà des carrières de Mel, d'aller plus loin sur ce qui s'est passé à Saint-Crépin en général. Et donc ça nous permettra, dans le temps, d'approfondir encore plus l'histoire de Saint-Crépin de Richemont, qui est originale.
Et je trouve que ça, c'est formidable.